Ok, imaginez-vous, il est 20h, vous avez taffé toute la journée, vous êtes fatigué, vous rentrez, vous vous installez sur votre canapé, vous ouvrez Netflix le soir pour regarder un film, une série, peu importe. 30 minutes plus tard, vous êtes toujours là à faire défiler les centaines de titres, vous n'avez rien trouvé, vous êtes frustré et au final, vous allez mettre le premier truc qui vous tombe sous la main, hein. On a tous vécu cette situation et pas seulement avec Netflix, pas seulement avec YouTube. Ça va être aussi lorsque vous êtes figé là devant un rayon où il y a 50 variétés de yaourts, de shampoings, de céréales au supermarché, ou bien quand vous allez repousser un achat d'un nouveau téléphone ou autre, parce que ça vous saoule de comparer des dizaines de modèles disponibles. Tout ça, ça vous semble insurmontable. On connaît ce phénomène, ça porte un nom. Ça s'appelle le paradoxe du choix. Donc c'est un principe psychologique qui est très fascinant, qui est très intéressant, mais qui révèle quand même une vérité qui est plutôt contre-intuitive. C'est que plus nous avons d'options, plus nous avons de choix et moins nous sommes capables de choisir. Et même lorsque nous choisissons, moins nous allons être satisfaits de la décision qu'on a prise. Parce qu'on vit dans une société moderne qui va célébrer l'abondance de choix, qui va nous faire croire que c'est synonyme de liberté, alors que, en fait, cette découverte laisse un goût amer parce que ça va venir remettre en question une croyance fondamentale de notre économie de marché qui est que le choix signifie le bonheur, ce qui n'est pas toujours exact. On va commencer par un exemple concret, ok ? On est dans les années 90, dans un supermarché ordinaire de Californie. Il y a les psychologues Sheena Evengard et Mark Lepper, j'ai écorché leur nom, qui ont installé un stand de dégustation de confiture. Donc, certains jours, ils allaient proposer 24 variétés différentes de confitures. Donc, c'est un étalage qui est plutôt impressionnant. Ça a attiré beaucoup de monde. 60% des passants s'arrêtaient devant cet étalage de confitures. Et d'autres jours, ils allaient mettre seulement 6 variétés. Ça a attiré forcément moins de clients. Jusqu'ici, rien de surprenant. L'abondance attire, hein. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que seuls 3% des clients qui ont été exposés aux 24 confitures, 24 variétés, ont acheté. En revanche, parmi ceux qui étaient exposés seulement aux 6 options, 30% ont acheté, soit 10 fois plus. En gros, les gens étaient 10 fois plus susceptibles d'acheter quand ils avaient moins d'options. Autre exemple, dans les années 50, un supermarché américain proposait environ 3 produits, ce qui en soi, c'est pas mal. Aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, c'est 40 000 produits auxquels nous sommes exposés. Un simple rayon de céréales aujourd'hui contient plus de variétés que n'en connaissaient nos grands-parents durant toute leur vie. En gros, c'est ça. Pareil avec Netflix. Avec Netflix, vous avez plus de films qu'on a le temps de voir avant qu'il quitte le catalogue. Il nous faudrait 500 ans également pour écouter toute la musique, c'est un chiffre que j'invente, hébergée par Spotify. Les applications de rencontres vont venir nous présenter des partenaires potentiels qui représentent plus que tout l'arbre généalogique de tous nos ancêtres, à limite. C'est une abondance de choix et c'est quelque chose, il faut savoir, qui n'est pas habituel dans l'histoire humaine. C'est même relativement nouveau. Pourquoi ? Parce que 99% de notre existence en tant qu'espèce humaine, on a évolué dans un environnement aux options extrêmement limitées. Nos ancêtres, ils se demandaient pas, oh là là, quelle marque de silex je vais choisir, ou bien, oh là là, aujourd'hui je me demande bien quel mammouth je vais aller chasser. Non, leur choix c'était simple et binaire. Leur choix c'était davantage, est-ce que je vais chasser ou est-ce que je vais cueillir ? Est-ce que je me déplace ou est-ce que je reste ? Est-ce que j'agis maintenant ou est-ce que j'attends ? Vous voyez le type de choix ? Très binaire quand même. Et c'est justement là où réside notre problème, enfin le problème pour notre cerveau. C'est que notre cerveau, il est conçu pour un monde de rareté et d'options limitées. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est bête, faut pas le voir comme ça. C'est pas le propos. C'est simplement que le cerveau se retrouve aujourd'hui submergé par l'abondance d'informations et il n'est pas conçu ou habitué pour cette tâche. Et donc forcément qu'il y a des conséquences profondes. Juste à titre illustratif, dites-vous qu'on passe en moyenne 1 heure par jour uniquement à la prise de décision de consommation.
Donc 1 heure par jour, ça équivaut environ à 4 ans dans une vie entière. On passe 4 ans de notre vie à décider ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait. Donc 4 ans, c'est énorme. Et ce qui est encore plus inquiétant, entre guillemets, c'est que les psychologues observent une corrélation entre l'explosion des options disponibles et l'augmentation des troubles anxieux dans nos sociétés. Tout ça, c'est lié. Car comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, avoir plus d'options ne nous rend pas plus libres. Ça peut littéralement nous paralyser. On va tenter de comprendre pourquoi notre cerveau peut parfois capituler, se figer par moments face à cette apathy of options. Ok ? Et il faut se tourner vers la façon dont notre cerveau prend les décisions. Donc, les neurosciences, pour ça, elles nous expliquent la chose suivante. Elles nous expliquent que notre cerveau n'est pas conçu pour traiter de nombreuses comparaisons simultanément. Chaque fois qu'on vient ajouter une option, la complexité n'augmente pas de façon linéaire, mais exponentielle. Exemple, avec 2 options, nous n'avons qu'une seule comparaison à faire. C'est logique. Avec 5 options, tout de suite, le nombre va grimper à 10 comparaisons. Imaginez-vous maintenant, avec 10 options, vous pouvez faire jusqu'à 45 comparaisons. Avec 30 options, le nombre dépasse 400. C'est juste mathématique. Le cerveau, il est submergé par cette complexité, par toutes ces comparaisons à faire. C'est ce que les psychologues appellent la charge cognitive. Pourquoi ? Parce que notre mémoire de travail est quand même extrêmement limitée. Elle peut gérer 4 à 7 éléments simultanément. Au-delà, on va commencer à oublier des détails des premières options, tout en évaluant les nouvelles. C'est comme si on jonglait avec trop de balles. Qu'est-ce qui se passe si on jongle avec trop de balles ? Les balles commencent à tomber. Et c'est exactement ça. C'est une surcharge cognitive, mais c'est qu'une partie de l'équation. Parce qu'il y a une autre dimension qui est assez importante, qui est la dimension émotionnelle. Il y a un neuroscientifique qui s'appelle Antonio Damasio qui a expliqué que nous ne pouvons pas faire de choix sans émotion. C'est très difficile. Par exemple, les patients qui sont atteints de lésions cérébrales, où les centres émotionnels sont affectés, ça va devenir très complexe pour eux, voire impossible de prendre une décision, même les plus simples. Par exemple, comment choisir une date de rendez-vous, quelle tenue porter, quelle couleur mettre, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est maintenant que je dois vous parler d'un autre phénomène qui entre en scène, qui s'appelle le regret anticipé. Imaginez, vous devez choisir un restaurant pour une occasion spéciale, ok ? Entre 2 options, le risque de regret est limité. Si vous avez que 2 noms de restaurants en tête, ça va. Mais imaginez-vous maintenant que vous avez 20 noms de restaurants. Là, il va y avoir forcément une anxiété qui va s'installer et cette anticipation du regret, qui va être « et si je choisissais le mauvais ? Et si un autre avait été meilleur ?» L'anticipation du regret, c'est ça. Et ça vient activer écoutez bien, la même région de notre cerveau qui s'active lorsqu'on ressent une douleur physique. Donc c'est littéralement que la perspective de faire un mauvais choix peut nous faire souffrir autant qu'une vraie douleur physique. Vous vous rendez compte ? Entre 2 options, on va renoncer qu'à une seule alternative. Entre 100 options, on va renoncer à 99 possibilités. Donc pour notre cerveau, qui est sensible à la perte, il va ressentir intensément ce renoncement. C'est « et si ?» Vous voyez, et si, fois 99. Il va en souffrir sans même qu'on arrive à comprendre ce processus-là et à l'exprimer du coup. Alors oui, bien sûr, la sensibilité n'est pas la même d'un individu à un autre. Et il y a un psychologue qui s'appelle Barry Schwartz qui a identifié plus ou moins 2 profils de personnes, 2 profils décisionnels, ok ? Et vous allez peut-être vous reconnaître dans un de ces profils. On va avoir ce qu'on appelle les maximisateurs. Dans la façon de prendre des décisions, les maximisateurs, eux, ça va être les personnes qui cherchent toujours l'option optimale, la meilleure décision possible. Comment ils font ? Ils vont explorer toutes les alternatives avant de décider. Coucou les
Coucou les vierges, ça me fait penser au signe de la Vierge, les capricornes, les taureaux, tout ça là. C'est une boutade, hein. Mais ça va être ça, hein. On va éplucher, comparer, faire des plans, vous voyez, des tableaux, des machins, des trucs. Ça, c'est maximisateur. Et on a un deuxième profil décisionnel qui sont les satisficeurs. Eux, ils vont aller au plus simple. Ils vont chercher une option qui est suffisamment bonne. C'est-à-dire qu'il va venir répondre aux critères minimaux. Et puis, ils vont arrêter leur recherche. OK ? Maximisateur, satisficeur. Eh bien, les études montrent que les maximisateurs vont obtenir des meilleurs résultats. Par exemple, si on prend l'exemple de recherche d'emploi, parce que les maximisateurs, ils vont tout disséquer, eh bien, ils vont trouver des emplois, par exemple, avec de meilleures conditions, un salaire plus élevé de 20% en moyenne. Là où les satisficeurs, ils vont se contenter de critères minimaux. Mais, il y a un mais, et vous le voyez peut-être venir. Les maximisateurs sont dans l'ensemble moins satisfaits. Ils sont plus anxieux et globalement moins heureux, mettez des guillemets, que les satisficeurs. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut, comment je pourrais dire ça? Comment est-ce qu'on peut cheminer, naviguer dans ce monde qui nous offre cette abondance de choix sans que notre bien-être en souffre? Parce qu'on voit que ça nous impacte. Comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle sur nos décisions? C'est ce qu'on pourrait appeler l'art de choisir, parce que c'est véritablement ce que c'est. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que déjà le fait de comprendre ces mécanismes que je vous ai exposés, certes, je vous les ai simplifiés, vulgarisés, hein, mais quand même, ça permet de développer ensuite des stratégies qui vont nous permettre de reprendre le contrôle sur nos décisions. La première approche, c'est une approche logique, ça va être la limitation délibérée, choisie, actée. Il s'agit ici de réduire consciemment le nombre d'options que nous avons. Point barre. Je vous donne un petit exemple que j'ai lu notamment dans un article du Monde. Steve Jobs portait tous les jours le même uniforme. En gros, il s'habillait tous les jours en noir. Barack Obama, lui, il porte que des costumes bleus et gris. Il explique d'ailleurs, dans cet article du Monde que j'ai lu, en 2012, il disait quoi? Il disait « Je ne porte que des costumes bleus ou gris. J'essaie de réduire au maximum le nombre de décisions à prendre en rapport avec ce que je porte ou ce que je mange parce que j'ai trop d'autres décisions à prendre ailleurs. » Vous voyez un petit peu le truc? C'est en gros, pour ce qui est de la bouffe et des sapes, je fais une croix, je m'empêche de choisir, je m'empêche d'avoir des options et je vais consacrer ma prise de décision ailleurs, parce que j'ai d'autres décisions à prendre ailleurs. En psychologie cognitive, il y a des études qui parlent d'un nombre magique d'options. Et ce nombre magique nous permettrait de maximiser notre satisfaction et donc de réduire notre stress décisionnel. C'est une première stratégie qu'on pourrait appeler la règle du 3-6-9. Ok? Je vous explique. En gros, 3 options, ça représente le minimum pour avoir le sentiment qu'on fait véritablement un choix significatif. Donc, dites-vous, 3, c'est cool. 6, ça représente un excellent équilibre entre la variété et la facilité de décision. C'est un petit peu le nombre idéal, 6 options de choix. Et 9, c'est la limite. Ok? Pourquoi? Parce qu'à partir de 9, on bascule déjà dans la surcharge cognitive. Et ça va commencer déjà à affecter sérieusement notre capacité décisionnelle. Donc dites-vous que dans n'importe quel rayon de supermarché, shop en ligne que vous faites, dès lors qu'il va y avoir plus de 9 variétés d'œufs, vous basculez déjà dans cette surcharge cognitive. Et vous voyez un petit peu à quel point on est tout le temps confronté à cette surcharge-là. Hein. On est tout le temps confronté à plus de 9 variétés d'œufs. Si vous allez dans un rayon de céréales, de fromage, là je prends que le supermarché, hein, mais ça fonctionne avec tout. Hein. Donc comment est-ce qu'on peut faire? On peut activer des limitations. Exemple, vous cherchez un nouveau modèle de téléphone, j'en sais rien, moi, d'ordinateur, de frigo, de n'importe quoi. Au lieu de comparer avec 30 modèles disponibles, vous allez établir
3-4 critères qui sont vraiment importants pour vous. Et vous allez demander au vendeur de vous proposer juste 5 ou 6 modèles maximum. Et vous êtes ferme, hein. Vous pouvez, je pense, peut-être aussi choisir, vous savez, si c'est du shopping en ligne, des achats en ligne, heu, vous pouvez spécifier des critères et être le plus précis possible. Et ça vous affichera un nombre très limité de modèles et de choix. C'est le mieux à faire, hein. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, ça s'inspire d'un concept qui est issu de la psychologie sociale, qui s'appelle le pouvoir des contraintes créatives. J'adore ça et je me suis rendu compte en disséquant un petit peu que c'est quelque chose que j'appliquais énormément dans ma vie de tous les jours, hein. Vous allez capter. Contrairement à une idée reçue, les contraintes n'entravent pas la créativité et la satisfaction, ou pas toujours. Ce serait plutôt le contraire. Les contraintes, ça va venir stimuler. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez des artistes, que ce soit des chanteurs, des peintres, des créatifs, peu importe, il y en a beaucoup qui s'imposent des règles très strictes dans leur processus créatif. On va prendre un exemple concret qui peut nous parler dans notre vie de tous les jours, ok? Vous allez planifier vos vacances. Ok. Eh bien, plutôt que de vous demander, oh là là, où est-ce que je pourrais aller parmi les milliers de destinations possibles, où est-ce que je peux aller? Plutôt que de vous infliger ça, je vous propose d'imposer une contrainte. Et cette contrainte, ça peut être très ludique en plus. Par exemple, vous allez devoir choisir un pays ou une ville ou une région, peu importe, que vous ne pourrez atteindre que par train. Voici une contrainte. Ou bien, vous allez devoir choisir votre prochain lieu de vacances dont le nom commence par la même lettre que votre prénom. Basta. Donc, effectivement, cette approche, ces contraintes que vous vous imposez, ça va venir réduire drastiquement votre champ des possibles. Donc, ça va vous donner moins d'options. Donc, ça va venir améliorer votre pouvoir décisionnel, donc votre satisfaction, donc baisser votre charge cognitive, donc vous aurez moins de regrets, moins de stress, etc., etc. Et en plus, c'est ludique. À titre perso, il y a une contrainte. Là, je vous raconte un peu ma life. Vous allez me dire, oui, Yéna, on s'en fout, mais je vous le dis. Moi, j'ai une contrainte, c'est que je voyage avec mon chien. Donc, vous voyez, déjà, de ce fait, ça réduit drastiquement les endroits où je peux aller, notamment si je dois prendre l'avion. Hein, parce que tous les avions n'acceptent pas les chiens, etc. Donc, déjà, c'est restreint. Mais vous pouvez ajouter d'autres contraintes pour ça. Exemple, vous êtes artiste, vous avez envie de faire un tableau, créer un jeu de cartes, peu importe. Restreignez le nombre de couleurs que vous allez pouvoir utiliser. Même si vous êtes make-up artiste, par exemple. Vous dites, voilà, je ne peux utiliser que 3 couleurs. Ou je dois utiliser que la couleur rouge, la couleur violette et la couleur machin. Vous voyez, c'est la contrainte. Cette contrainte ne va pas venir vous frustrer. Au contraire, vous apercevrez que ça va venir faciliter le choix et donc la satisfaction. OK ? Troisième stratégie qu'on pourrait appeler, qui va venir s'inspirer de ce que je vous ai évoqué un petit peu plus tôt, le satisficing. Ça va être, on va aller chercher l'option qui est suffisamment bonne, plutôt que la meilleure option. Vous faites bien le distinguo? Concrètement, vous allez venir définir à l'avance des critères minimaux acceptables. D'accord? Qu'est-ce que vous acceptez au minimal? Ensuite, vous allez accepter la première option qui va venir satisfaire ces critères. C'est dur, hein? Parce qu'il va falloir s'arrêter immédiatement de faire vos recherches dès lors que vous avez trouvé la première option qui satisfait vos critères. Et pour terminer, et ça va être le plus dur, refusez catégoriquement de considérer d'autres options après coup ou de comparer après coup. Basta. Vous avez vos critères, vous trouvez ce qui satisfait vos critères, vous arrêtez vos recherches et c'est terminé. Vous ne regardez plus après. Alors ça peut paraître contre-intuitif.
C'est justement, dites-vous, ne tombez pas dans ce piège. Parce qu'on vit dans une société qui va venir toujours valoriser l'optimisation à fond, à fond, à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais vous citer ce qu'a dit un psychologue allemand qui s'appelle, je vais écorcher son nom, Gerd J. Genrenzer. J'ai défoncé son nom. Il nous a dit, dans un monde complexe et incertain, la recherche de l'optimalité est souvent une illusion. Et c'est pas se contenter du minimum, même si ça peut y ressembler. C'est que vos critères ont été comblés, stop, vous arrêtez. OK? Quatrième stratégie, celle-là, je l'aime beaucoup, la décision irrévocable. Hmm. Là, je m'appuie sur une étude qui a été menée par Harvard, où il y avait 2 groupes d'étudiants, OK, qui devaient choisir une photo artistique, et cette photo artistique, ils pourraient la garder. Le premier groupe pouvait changer d'avis dans les 30 jours, alors que le second groupe devait faire ce choix définitif, ce choix irrévocable. Résultat, vous vous imaginez, hein, vous commencez à comprendre le truc, les étudiants qui ne pouvaient pas revenir sur leur décision avaient un taux de satisfaction plus élevé que ceux qui pouvaient changer d'avis. Donc méfiez-vous, hein, vous avez 30 jours pour changer d'avis, vous avez 30 jours... Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi le fait de ne pas pouvoir changer d'avis, le fait que votre choix soit définitif, c'est meilleur, c'est mieux. Ça va venir augmenter ce taux de satisfaction. Parce que notre cerveau, il y a ce qu'on appelle c'est une dissonance cognitive, parce que quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire quand on ne peut pas changer d'avis, on a tendance à justifier nos choix irrévocables parce qu'on va se concentrer sur leur aspect positif. Quand vous savez que vous ne pouvez pas revenir en arrière, votre cerveau va travailler activement pour valoriser votre décision. Exemple. Oui, j'ai acheté un aspirateur sans fil, là, vous savez, avec à batterie, là, je ne sais pas comment on dit là. Ok, cet aspirateur a une autonomie de merde, je ne peux pas le renvoyer. Donc votre cerveau, il va chercher des justificatifs. Mais cet aspirateur, il aspire super bien. Et ouais. Et ça s'applique pour tout. C'est vraiment une dissonance qui va venir justifier et se concentrer sur le positif. Mais c'est cool. Donc pour terminer avec les stratégies et du coup pour essayer d'en faire des habitudes concrètes, méthode simple en 3 étapes. Première étape, vous pouvez identifier les domaines de votre vie où vous êtes confronté le plus à ces hyper choix. Dans quel domaine est-ce que vous vous sentez le plus souvent paralysé ou frustré parce que vous avez trop d'options? Est-ce que ça va être le divertissement? Est-ce que ça va être les vidéos Netflix, les vidéos YouTube? Est-ce que ça va être l'alimentation? Est-ce que ça va être la technologie? Est-ce que ça va être les vêtements? Essayez d'identifier vraiment ces zones. Okay. Deuxième méthode. Une fois que vous avez identifié les zones, vous allez essayer de choisir une stratégie qui va être adaptée à ce domaine-là. Est-ce que vous allez opter pour le fait de limiter délibérément vos choix? Est-ce que vous allez vous concentrer sur la décision irrévocable pour telle ou telle option? Etc., etc. Et bien évidemment, le troisième point important, c'est de pratiquer, de s'entraîner et de le faire consciemment. D'accord? Hein, l'art de choisir, c'est vraiment un art. Ça va s'améliorer avec la pratique. Donc, vous allez commencer par des domaines qui ne sont pas forcément les plus importants pour vous. Comme ça, vous allez commencer à développer des habitudes, des réflexes, et puis après, vous pourrez les étendre sur tous les domaines. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que la liberté, on l'a vu, elle ne réside pas dans l'infini des options, bien au contraire, mais plutôt dans notre capacité à choisir, dans notre capacité à nous engager. D'ailleurs, le concept de choix, c'est un concept qui est pas récent, hein, c'est vieux comme le monde. Ça va venir rejoindre des sagesses traditionnelles, ça va venir rejoindre de nombreuses philosophies, de nombreuses traditions spirituelles, que ce soit dans le bouddhisme, dans le stoïcisme, etc. On nous enseigne depuis des millénaires toutes ces vertus, les vertus de la simplicité, de la limitation volontaire, l'acceptation de ce qui est. Hein, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Et c'est pas toujours pour nous faire chier, c'est pas toujours désuet non plus.
Et d'ailleurs, quand on observe un petit peu le monde dans lequel on vit, c'est pas un hasard si beaucoup de personnes se tournent de plus en plus, depuis pas mal d'années déjà, vers des approches beaucoup plus minimalistes, vers des modes de vie où on va privilégier la lenteur, la simplicité, le retour à l'essentiel, le retour à la nature, etc. À mon sens, c'est pas que des phénomènes de mode, pas du tout. C'est plutôt, peut-être, des réponses justement à ce paradoxe du choix dans lequel on vit. Donc, la prochaine fois, ce que je vous propose, quand vous allez vous retrouver paralysé devant Netflix, devant YouTube, devant un choix à faire, rappelez-vous aussi que parfois, hem, ne pas choisir, eh ben, c'est aussi un choix. Éteindre votre écran, profiter du silence, c'est aussi un choix. Car comme l'a si bien formulé le philosophe Blaise Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans sa chambre. Voilà les copains, j'en ai terminé pour cette vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait un moment que j'avais rien posté sur cette chaîne, mais j'ai déjà d'autres idées de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine exploration. Salut!